Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de grand format, le magazine consacré au reportage réalisé aux quatre coins du pays par les journalistes de Canal Algérie. Et on commence ce soir par le début de la saison touristique dans le sud du pays et le lancement d'un site internet destiné aux touristes. Nous irons ensuite visiter la Casbah de Béjaïa et celle d'Alger. Mais d'abord, un voyage, ça se prépare. Et ça commence par la recherche d'un hébergement, la réservation des billets d'avion, voire même la location d'une voiture. Et pour faire tout cela sans bouger de chez soi, un site internet a été créé par le ministère du Tourisme, visitealgeria.dz. Les touristes y trouveront toutes les informations nécessaires pour bien préparer leur voyage et concocter un joli programme de visite. Les détails avec Faria Hamdi. L'Algérie, ce beau pays, a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel. Aujourd'hui, la destination Algérie est de plus en plus attractive. Tous les atouts sont là. Un littoral merveilleux, s'étendant sur près de 1200 km. Un climat méditerranéen doux et agréable. Des plages, des plaines, des montagnes et des paysages magnifiques. Des lieux pittoresques et des sites historiques de valeur. Un riche arrière-pays qui regorge de belles surprises, un désert des plus beaux de la planète. La célébration de la Journée mondiale du tourisme le 29 septembre a été caractérisée par le lancement officiel d'un portail électronique, visitealgeria.dz, pour la promotion de la destination Algérie. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme et la transformation numérique. Donc le portail web, c'est une manière d'entrer dans une grande étape de promotion de la destination Algérie à travers les outils qui concernent le large public. C'est la numérisation de la communication. Le portail web, à travers ces outils, va nous permettre d'accéder à différents types d'informations. On va essayer d'illustrer quelques informations. À titre indicatif, on aura présenté les atouts dont recèle l'Algérie dans son potentiel touristique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est primordial concernant la promotion de l'Algérie, est celui des services. Donc, on aura affiché donc une panoplie de prestations, soit la réservation au niveau des hôtels et des liens qui concernent la réservation des hôtels, ainsi que l'activité des transports et des réservations à travers les agences de voyage. On affiche aussi certaines données d'ordre qui ont relation directement avec les principales activités qui existent en Algérie. Ce portail, qui se présente en 3 langues, arabe, français et anglais, a pour objectif de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles, ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, transports, outre l'art culinaire et l'artisanat. Le portail peut être exploité à travers les Android, donc à travers les smartphones. À travers ces smartphones, donc on peut consulter tout ce qu'on peut chercher comme données, comme informations, soit à travers les institutions nationales, à l'instar de l'ANDT, de l'ONAT, de l'ONT, et même des différents partenaires et opérateurs publics ou privés qui activent dans le domaine du tourisme. Donc à travers toute cette panoplie d'offres, on espère couvrir un maximum de public
Parmi les destinations les plus prisées des touristes en visite en Algérie, on trouve le Sahara. Timimoun, Tamanrasset, Janet, des lieux qui appellent à l'évasion. Notre reporter Souad El-Khrour s'est rendu à Janet où elle a rencontré un groupe de touristes dont certains sont des habitués des lieux, tandis que d'autres visitent Janet pour la première fois et voici leurs impressions. Terre de tous les paradoxes, Janet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas. Ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les déserts, les lacs, la jungle. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Mais... Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie de Doutadrat. Très joli, Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp, dormir dans les tentes. Janet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure. Direction le nord du pays, à Béjaïa, pour visiter Borj Moussa, un fort espagnol construit au XVIe siècle et qui est transformé depuis 1989 en musée. Non loin de là, on trouve la Kasba de Béjaïa, une cité médiévale qui recèle bien des trésors que nous dévoile Badia Amarni. Béjaïa, ville touristique par excellence, nous a ouvert ses portes l'espace d'un instant pour nous entraîner à travers son histoire. Une histoire contée par ses vieux vestiges toujours debout en dépit du temps. Le fort espagnol, Borj Moussa et la vieille Kasba de Bougie sont plus ou moins bien conservés et connaissent des opérations de rénovation pour les remettre en l'état. Le fort Borj Moussa témoigne d'une histoire ancienne et là, imperturbable, surplombant la capitale des Hamadites. Il sert de salle d'exposition, mais qui est temporairement fermé pour des travaux de restauration. Le musée est un fort initialement bâti par les Espagnols après la prise de Bougie en 1510. Donc ce fort bénéficie de toutes les avancées, je dirais architecturales, typiquement militaires de l'époque. Il servait de caserne et à la fois de place forte aux Espagnols, mais le fort lui-même a été bâti sur les vestiges de l'époque hamadite, où subsistait le palais de l'Étoile à l'époque hamadite, grand vestige, grande civilisation. Le musée a été ensuite transformé en caserne militaire à l'époque coloniale, nommé le fort Barral, suite au général Barral décédé dans la région de Tamazarit. Jusque-là ouvert au public, ce monument historique a été fermé pour sa restauration.
Dans le but de mettre en valeur et de sauvegarder son monument, une opération de restauration a été inscrite à l'indicatif de M. Louali afin de prendre en charge la restauration de tout le monument et dans laquelle nous avons entamé des travaux d'urgence qui consistent en désherbage de toutes les façades du monument, le décapage de certaines parois afin de mettre à jour certaines fissures cachées derrière les enduits. La vieille Kasbah de Béjaïa est en plein travaux également. Elle suscite la curiosité des visiteurs qui viennent des quatre coins du pays et même d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités locales ont pensé à sa restauration. Au niveau de la porte principale de la Kasbah de Béjaïa, appelée aussi citadelle de Béjaïa, c'est une citadelle gouvernementale qui a été construite à l'époque almohade au milieu du XIIe siècle, vers environ 1154. Et donc cette citadelle renferme plusieurs édifices à l'intérieur, et d'où une mosquée où, dit-on, l'illustre Ibn Khaldoun, dont le buste se trouve à côté de moi, donnait des cours de jurisprudence. Il y a une opération de restauration qui est en cours, qui touche à pratiquement plusieurs lots. Béjaïa, c'est aussi sa porte sarrasine, appelée aussi Bab al-Bahar, aux portes de la mer. Construite par les Hamadites vers le XIe siècle, cette porte, non loin de la gare maritime, attire les touristes nombreux à s'y rendre. On passe d'une Kasbah à une autre. La Kasbah d'Alger, cette médina aux ruelles sinueuses et escarpées, représente un vrai défi pour son entretien au quotidien. Comme hier, les baudets sont encore utilisés de nos jours pour collecter et transporter les ordures ménagères à travers les ruelles de la Kasbah. Nawal Abada a accompagné une équipe de Netcom lors d'une sortie. Fièrement dressée sur les hauteurs d'Alger et ouvrant grand les bras à la Méditerranée, la Kasbah ne cesse de séduire. Classée patrimoine de l'humanité, elle fait l'objet d'un grand programme de restauration et de revitalisation. Mais au-delà de ce travail titanesque, la Kasbah d'Alger est un tissu urbain dont l'entretien quotidien se fait autrement que d'accoutumée. Ces ruelles étroites, serpentant sur des marches pavées, ornées de part et d'autre de boutiques artisanales, ne sont pas pour accueillir des camions de nettoyage. Une tâche qui incombe à cette bête, le baudet. On a 36 baudets spéciaux Kasbah. نقسمهم en deux. فترة صباحية عندنا 18 يخرجوا، فترة مسائية 18. يخرجوا à 5h du mat. Jusqu'à fin de mission. Une mission marquée de temps à autre par des pauses qui s'imposent au nom de l'humanité. Mais c'est une tâche qui reste caractérisée par bien des difficultés. On rencontrait beaucoup de problèmes pour l'enlèvement des ordures ménagères. Tout était mélangé. Les gravats, le verre, des métaux et du bois. On mettait le pain avec le reste des déchets. Les seringues aussi étaient jetées anarchiquement. Il est même arrivé que des agents se blessent. Mais l'on voit actuellement, on assiste de plus en plus à une prise de conscience de la part des habitants qui commencent à coopérer. Une coopération indispensable. La Kasbah d'Alger est un secteur sauvegardé d'une 50aine d'hectares, appelé à se présenter sous ses meilleurs jours, ne pouvant être entretenu que par cette bonne vieille méthode qui fait aussi le charme de ce patrimoine. Si à la Kasbah, les habitants n'ont pas pris l'habitude de trier leurs ordures, ce n'est pas le cas dans le village d'Ezmour au Meriem à Tizi Ouzou. Là-bas, dans chaque maison, on trie ses ordures avant de les déposer dans les bennes destinées à chaque matière. Plus encore, les déchets liés à la production d'huile d'olive sont aussi valorisés. Ainsi, les grignons d'olive, très toxiques pour l'environnement, sont traités et transformés, comme nous l'explique Samia Bouadour. La commune de Tirmitine, qui se situe à moins de 10 km de Tizi Ouzou, fait parler d'elle, et ce grâce au dévouement des habitants d'Ezmour au Meriem, un village exemplaire en propreté et respect de Dame Nature. Ici, le tri sélectif commence dans chaque cuisine. C'est devenu un geste quotidien. On commence, le tri sélectif commence dans chaque maison de notre village Ezmour au Meriem. Donc, par exemple, le plastique, on le met dans un sac
spécial, donc à part. Il n'y a pas que le plastique, il y a les déchets organiques, plus le papier, le verre et tout. Donc on le met dans le bac, donc, comme ils l'ont fait ici, donc le comité de village a fait des bacs spéciaux pour chaque déchet, pour chaque matière. Un peu plus loin, tous les déchets sont stockés ici, dans ce centre du tri sélectif, mais pas seulement. Les habitants d'Ezmour Meriem ont procédé à la valorisation des sous-produits oléicoles à travers un concept écologique porteur de richesse, le compostage du grignon d'olive, une première en Algérie. On produit chaque année 13 millions à 10 millions de litres d'olives. Mais l'industrie, elle génère 240 000 tonnes de déchets dus à la trituration des olives. Donc avec l'université, l'association AIDE et la DSA, on a le projet de valorisation des sous-produits. Avec le comité de village d'Ezmour Meriem, on a fait un centre de compostage pour réutiliser ces sous-produits-là dans l'agriculture. Première fois dans le pays que ça se fait, comme vous savez, les huileries rejettent deux produits très toxiques, entre autres le grignon d'olive ainsi que les margines. Nous les avons récupérés, nous avons confectionné un compost avec ça. Avec ce grignon, nous fabriquons un produit utile pour l'agriculture, la floriculture, la pépinière et c'est un engrais bio. Sedoukli ou Union, une association très active grâce à ses membres, a pu transformer ce village en un lieu convivial et chaleureux où le respect de l'environnement ne se dit pas, mais se fait. Notre but, c'est de faire un exemple d'un village écologique à long terme. En un temps record de seulement 9 mois, tous ces citoyens d'Ezmour Meriem se sont déterminés à changer leur mode de vie, leur mentalité, en participant à toutes les actions. 80% de toutes ces merveilles ont été réalisées à base de matières recyclées. Ici, rien ne se jette, tout se récupère. Le bois, par la pneumatique aussi, par des produits en acier. Que nous avons récupéré, nous les avons utilisés pour embellir, agrémenter un petit peu le paysage à notre niveau, tel que les pneus. Nous avons fabriqué des pneus, des escaliers avec des pneus. Nous avons aussi mené une grande opération de plantation d'arbres dans la grande avenue. La réouverture de la villerie du village, datant de 1915, a fait le bonheur de toute la population. Un véritable voyage dans le temps. Ezmour Meriem, sur le plan berbère, l'étymologie, ça signifie de l'olivier obtenu à base de greffage. C'est un peu un voyage dans l'histoire. Nous avons remonté un petit peu l'histoire. C'est ce qui nous a permis aussi de replâtrer un petit peu les débris, si vous voulez, de notre mémoire collective de notre village. Esserige ou la fontaine du village, un lieu symbolique pour toutes ces femmes. Ma joie est immense de voir mon village rajeunir et redevenir agréable à vivre. Ezmour Meriem, un village modèle où l'écologie prend tout son sens. Grand format, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.